Histoire de vin, un podcast pour découvrir et explorer le monde du vin avec Étienne Pommier. Juillet 1999, 10h30, Tbilissi en Géorgie. Une Mercedes noire aux vitres teintées s'arrête le long de Tel Aviv Street et deux hommes en descendent pour pénétrer dans le lobby d'un hôtel. L'homme qui marche en tête a des cheveux noirs coupés courts et un visage aux traits durs qui lui donne un air un peu brutal. Il s'appelle Nino Mekishvili. Nonchalamment, il sort un pistolet de sa ceinture et le donne à un vigile à l'air blasé avant de passer au détecteur de métal. Mais quand l'homme derrière lui ouvre sa veste en cuir pour en sortir son arme, le garde de sécurité se redresse brusquement et l'observe attentivement alors qu'il passe à travers le portique. Nino traverse le lobby en direction de deux étrangers assis dans un canapé bordeaux et leur demande avec un fort accent « Vous avez bien dormi, vous prêts ?»« C'est Piotr, il est là pour aider. » L'homme, dénommé Piotr, les regarde d'un air placide et sans rien dire, leur serre la main d'une solide poigne. Il a dans les 30 ans, avec de courts cheveux bruns et une barbe de 3 jours. Et, malgré sa petite taille, il est clair qu'il prendrait facilement le dessus physiquement sur n'importe lequel d'entre eux. Un ancien militaire, peut-être. « On peut partir, Georges attend. » Toujours sur le qui-vive, le garde rend leurs armes aux Géorgiens alors qu'ils sortent de l'hôtel suivis par les deux étrangers, à l'air perplexe et vaguement inquiet. « Tu sais, John, si on envisageait de se précipiter vers l'aéroport pour monter dans le premier avion, maintenant serait le bon moment. »« Oh, détends-toi, Kevin. S'ils avaient prévu de se débarrasser de nous, ils auraient pu le faire la nuit dernière, sur la route de l'aéroport. Où est ton sens de l'aventure ?» Et de fait, l'aventure avait déjà commencé la nuit précédente, quand John et Kevin avaient atterri à 1h30 du matin, après un voyage de plus de 30 heures depuis l'Australie, pour être accueillis à l'aéroport par Nino et leur contact géorgien, Georges. À leur descente de l'avion, ils avaient été amenés dans un petit salon avec une pancarte marquée VIP Welcome Room, où ils avaient rencontré deux autres hommes, dont un représentant du ministère géorgien de l'Industrie et du Commerce. Sur une table, au milieu de la pièce, était dressé un plateau avec des chocolats et du vin rouge pétillant en guise de bienvenue. Après quelques toasts et sourires polis jusqu'à 2h du matin, malgré un jet lag abominable, les deux invités avaient finalement été escortés jusqu'à leur hôtel pour leur première nuit en Géorgie. Que font-ils ici ? Ils ont voyagé depuis l'autre bout du monde en quête d'un véritable trésor, le Saint Graal du vin, une collection exceptionnelle que l'on croyait perdue depuis longtemps. Comment en ont-ils entendu parler ? Qu'est-ce qui les a amenés en Géorgie ? Pour le comprendre, il faut remonter à l'automne 1998 à Sydney et à une liste bien étrange. Sydney, septembre 1998. John Baker et Kevin Opko co-dirigent une cave à vin appelée Double Bay Cellars, située dans les quartiers est de la métropole australienne, quand ils reçoivent un appel d'un de leurs apporteurs d'affaires, Harry Zukor, à propos d'une collection privée à vendre. Alors qu'ils se rendent sur place et commencent à inventorier et à inspecter les bouteilles, ils n'arrêtent pas de penser à une liste assez étrange que leur a faxée Harry quelques jours auparavant. Une liste imprimée sur du papier en tête de la Mineral Exploration Company et remplie de noms curieux comme Gilsher, O'Brien ou Latour, et de nombres tels que 1725, 1831, 1888. Si les nombres sont des millésimes, il pourrait s'agir d'une collection de très grande valeur. Mais les noms restent encore assez obscurs et les deux cavistes se promettent de prendre le temps d'y revenir plus en détail. Quelques jours plus tard, Kevin entre dans le bureau de John et lui annonce qu'il a trouvé la signification de la fameuse liste. Les noms étranges imprimés sur la page correspondent à une écriture phonétique approximative du nom de grands châteaux bordelais. O'Brien, c'est Château Aubryon. Latour, Château Latour. Et Ykem est en fait Château d'Yquem. Les dates sont effectivement des millésimes, et une autre colonne remplie de mentions comme
.40 ou .75 fait sans doute référence au format des bouteilles. Mais ce qui leur fait écarquiller les yeux, c'est la dernière colonne contenant les quantités. 12, 6, 11, 18, 21. Et si tout cela est bien réel, les deux associés ont sous les yeux l'inventaire d'une des plus exceptionnelles caves du monde, composée principalement de vins du XIXe siècle et dans des quantités tout bonnement incroyables. Si c'est vrai. Pour en avoir le cœur net, ils rappellent Harry qui leur explique que la liste lui a été transmise par son ami Neville Rhodes, qui dirige une société minière avec des intérêts en Géorgie. Un rendez-vous est fixé, et quelques jours plus tard, les 4 hommes dans la confidence se rencontrent au siège de la compagnie minière dans un gratte-ciel du centre de Sydney. Neville explique qu'il est en affaire avec un Géorgien dénommé George Aramashvili pour l'exploitation d'une mine d'or et que celui-ci lui a expliqué qu'il avait aussi une cave pleine de très vieilles bouteilles de vin pour lesquelles il recherchait un acheteur. « Venons-en au fait, messieurs, » dit Neville. « Avoir la possibilité d'acquérir une cave de 50 000 bouteilles d'une provenance aussi remarquable me semble être une opportunité à ne pas manquer. Et, pardon de vous interrompre, Neville, dit John, mais de quelle provenance parlez-vous » L'air surpris, Neville se tourne vers Harry. « Tu ne leur as rien dit sur l'origine des bouteilles. »« Je voulais pas te gâcher la surprise, » dit Harry. « Donc vous ne savez pas d'où proviennent ces bouteilles, leur histoire ?»« Non, et croyez-moi, répond Kevin, nous sommes impatients d'avoir enfin quelques explications. » Dans ce cas, je pense que ce que je vais vous apprendre va rendre cette opportunité véritablement exceptionnelle aux yeux de 2 marchands comme vous. Parce que, comme si une collection de milliers de bouteilles de grands crus du XIXe siècle ne suffisait pas, ce qui rend cette cave absolument unique, c'est qu'elle a appartenu à un homme appelé Nicolas Alexandrovitch. Nicolas II, le dernier tsar de Russie ? Exactement. Et après lui, à Joseph Staline. Après la révolution d'octobre, toutes les possessions du tsar ont été saisies et sont devenues des biens nationaux. Et après la mort de Lénine, c'est Staline qui a pris les rênes de l'État. Mais durant la Seconde Guerre mondiale, devant l'avancée des troupes nazies en territoire russe, Staline a pris peur et a fait envoyer tous les trésors nationaux loin des zones de combat, aux 4 coins de l'Union soviétique. On dit qu'il a séparé la cave du tsar en 3 parties. Une qui a été expédiée dans les caves de Massandra, en Crimée, une autre partie a disparu, et la 3e a été expédiée dans la patrie d'origine de Staline, en Géorgie, où elle se trouve encore aujourd'hui. Puis, Neville sort d'un tiroir de son bureau une série de photos de mauvaise qualité sur lesquelles on distingue des étagères en métal à moitié rouillées, remplies de bouteilles pleines de poussière et de toiles d'araignée, tout en expliquant que la collection est bien réelle. Après une longue discussion, les 4 hommes décident de s'associer pour acheter la cave, et ce sont John et Kevin qui devront aller à Tbilissi pour rencontrer George et inspecter les bouteilles. Et c'est comme ça que quelques mois plus tard, ils se retrouvent en terre géorgienne en quête de la cave perdue de Staline. Les pistolets dans la ceinture, les vigiles en alerte devant Piotr dans le lobby de l'hôtel, la Mercedes noire aux vitres teintées, et Nino qui conduit comme un maniaque grillant tous les feux rouges, tout cela donne à John et Kevin une désagréable impression tandis qu'ils traversent la capitale géorgienne à grande vitesse. Ça ressemble plus aux prémices d'un entretien entre mafieux qu'à une inspection de cave. Au bout d'une vingtaine de minutes, la voiture pénètre dans la cour de la Savane No. 1 Winery où les attend George accompagné de plusieurs autres collaborateurs de la société. L'endroit est vaste et de nombreux employés s'affairent dans tous les coins, mais étrangement, les lieux semblent inertes. Les cuves sont vides, les pompes et les tuyaux sont secs et poussiéreux, et le chai n'a manifestement pas servi depuis longtemps. Dans l'entrepôt, aucune bouteille, aucune palette filmée prête à partir. Et quand les 2 marchands demandent à George si le domaine produit du vin, celui-ci répond laconiquement « Pas de vin, mais bientôt ». Le premier jour se passent en réunions interminables sur l'histoire du domaine et ce qu'il pourrait devenir avec l'injection de capitaux étrangers. Et plus la journée avance, plus les 2 cavistes ont l'impression que les Géorgiens les prennent
pour des investisseurs prêts à racheter tout le domaine. Rien sur la fameuse cave, pas un mot sur les vieux millésimes, et les deux hommes commencent à s'interroger sur la réalité des bouteilles. La journée se termine par un dîner dans un restaurant traditionnel de Tbilissi, et les deux cavistes vont se coucher en se demandant si tout cela n'est pas qu'une vaste escroquerie. Même la position de Georges n'est pas très claire. Neville avait parlé de lui comme le gérant du domaine, mais les meetings de la journée et les interminables échanges en géorgien entre les gens du domaine laissent à penser qu'il n'est pas le seul à décider, si même il a autorité pour le faire. Le jour suivant, les Australiens sont de retour au domaine et mettent les points sur les i avec Georges en lui expliquant que s'ils ne peuvent pas voir les vins aujourd'hui, ils n'ont aucune raison de rester et qu'il ferait mieux de rentrer chez eux. Les Géorgiens leur présentent alors une liste de vins présents dans la cave, mais expliquent qu'ils ne veulent pas leur montrer les bouteilles de peur qu'ils ne les abîment. Après 20 minutes d'une discussion animée, les gens du domaine finissent par accepter d'ouvrir les portes du cellier et un homme dénommé Grigol arrive avec un trousseau de clés pour guider le groupe jusqu'à la cave en empruntant un petit escalier en métal. Au bas de l'escalier, Grigol se glisse dans une alcôve et actionne un interrupteur qui allume une rangée de vieilles ampoules poussiéreuses pendant du plafond. La pièce est un vaste corridor sombre dont on ne distingue même pas le bout dans la pénombre. Des étagères en métal hautes de près de 3 mètres sont alignées perpendiculairement au mur de la cave et remplies de milliers de bouteilles couvertes de salpêtre et de toiles d'araignée. Le maître de chai s'approche d'une étagère et en retire avec précaution une bouteille encroûtée de poussière avant d'annoncer, dans un français étonnamment passable, 1899, Château Soudwilo. John et Kevin font de leur mieux pour contenir leur excitation, mais intérieurement, ils jubilent. Ils ont devant les yeux la fameuse cave de Staline, la collection du tsar récupérée par les bolcheviks et mise à l'abri des nazis pendant la guerre. La cave humide et couverte de moisissures, les bouteilles poussiéreuses et manifestement anciennes, les centaines de rails en métal à moitié dévorés par la rouille, tout cela ne peut pas être une mise en scène. Tout cela est bien réel. John est presque submergé par l'émotion en regardant autour de lui, quand le maître de chai, dans un faux mouvement, laisse échapper la bouteille rendue glissante par l'humidité ambiante et qui tombe dans un bruit de verre cassé. Tout le monde regarde atterré le flacon de Sauterne centenaire à moitié brisé sur le sol, à commencer par Grigol, rouge de honte. Quand Kevin brise le silence d'un ton léger et déclare en souriant « Quelle brillante idée! Nous n'aurions jamais eu l'impolitesse de vous demander d'ouvrir une bouteille pour nous, mais maintenant que c'est fait, nous allons pouvoir goûter le vin. » Piotr traduit, Georges éclate de rire et le maître de chai pousse un soupir de soulagement en demandant à ses aides d'aller chercher des verres et de quoi filtrer le peu de vin qu'il reste dans la bouteille. Une richesse soyeuse offrant des nuances de miel et d'abricot, la douceur caressante du Sauterne, mais une sensation presque aérienne en bouche en dégustant le nectar. Pour les deux amis, pas de doute, tout cela est bien réel. John et Kevin passent les jours suivants dans la cave à inventorier et à inspecter les bouteilles pour établir la liste précise des crus et des millésimes de la collection. Une liste qui ferait rêver n'importe quel expert ou commissaire-priseur. Je vous en lis ici un extrait pour les seuls vins du château d'Yquem. 1940, 3 bouteilles. 1924, 42. 1891, 11 bouteilles. 1888, 2. 1881, 10. 1877, 3. 1874, 17 bouteilles. 1864, 19 bouteilles. 1861, 5. 1859, 5. 1858, 21 bouteilles. 1854, 6. 1851, 6. 1847, 3 bouteilles. Et 64 autres bouteilles sans mention d'un millésime particulier. En tout, 217 flacons du seul château d'Yquem datant pour la plupart du XIXe siècle. Mais le cellier ne contient pas que la collection du tsar. Il renferme également des milliers de bouteilles de vieux vins géorgiens et,
Afin de convaincre les Australiens de la qualité de la production nationale, les gens du domaine en remontent quelques échantillons pour les goûter. Il y a là un Tsinandali blanc de 1978 avec des notes de suin qui évoquent un vieux chenin de Loire, un Kikvi 1932 fortifié aux arômes de raisins secs et qui rappelle un vieux Porto, ou encore un autre Tsinandali blanc de 1920 complètement sec et dévoilant des parfums de noix et de caramel. Ce ne sont évidemment pas les plus belles bouteilles de cette extraordinaire collection, mais ces vins sont manifestement dignes d'intérêt et les deux marchands ont bien compris que s'ils voulaient acquérir la fameuse cave, ils devraient aussi acheter en même temps les vins géorgiens. Dans un coin du cellier, une alcôve fermée par une grille renferme d'autres étagères qui semblent appartenir à une autre partie de la collection. Et quand John et Kevin demandent à George quelles sont ces bouteilles, celui-ci leur tente une liste écrite en géorgien en leur traduisant le document à haute voix. La collection de réserve de Joseph Vissarionitch Staline. La cave privée de l'autocrate soviétique, manifestement amateur de gin, d'alcool et de vin fortifié. À la fin de la semaine, John et Kevin ont catalogué des milliers de bouteilles et ont maintenant une idée précise du contenu exact de la cave. Cependant, l'apparence des bouteilles et la dégustation du seul Suduiro 1899 ne suffiront pas à authentifier toute la cave en vue d'une vente dont les Géorgiens attendent au moins $1 million. Les deux marchands vont devoir faire expertiser certaines bouteilles, au château si possible, pour s'assurer qu'elles sont bien authentiques et peuvent être vendues, étant donné que nombre d'entre elles n'ont presque plus d'étiquette. Ils négocient donc avec George pour repartir en Australie avec une douzaine de bouteilles, et quelques billets plus tard, les bouteilles sont empaquetées avec précaution dans un carton pour le long voyage de retour vers Sydney. Après une dernière nuit à profiter de la capitale géorgienne, les deux marchands prennent congé de George dans le hall de l'aéroport, qui leur dit « Pas d'inquiétude, les bouteilles sont vraies. Tout ira bien et nous allons être riches. » Une fois installés dans l'avion, John se tourne vers Kevin. « Ça y est, nous sommes à bord, tout va bien. » « Oui, tout va bien, lui répond Kevin, jusqu'à ce qu'on nous arrête à Heathrow. Au cours de leur discussion à propos de la collection et des termes de la transaction, John et Kevin ont déjà évoqué la plupart des points à clarifier avant de pouvoir conclure l'affaire. D'abord, les bouteilles doivent être authentifiées, à minima la douzaine de bouteilles que les deux cavistes ramènent avec eux. Ensuite, ils doivent éclaircir avec George la question de la propriété des vins pour s'assurer qu'il en est bien le propriétaire légal ou qu'il a pouvoir de les vendre au nom du domaine. Par ailleurs, il va aussi falloir régler la question du règlement et de l'expédition des bouteilles, car le scénario dans lequel les associés transfèrent l'argent et les vins disparaissent dans la nature semble toujours plausible. Et enfin, ils doivent obtenir l'aval des autorités géorgiennes, ce qui pourrait bien s'avérer le principal obstacle à la transaction. John l'a d'ailleurs dit à George à l'aéroport. On ne peut pas prendre le risque de transférer l'argent et même d'expédier les vins à Londres ou à New York pour voir débarquer un représentant du gouvernement géorgien annonçant que ces bouteilles appartiennent à l'État ou qu'elles constituent un trésor national pour leurs valeurs culturelles et historiques. Parce que quand on y pense, la collection privée du dernier tsar de Russie, qui a ensuite appartenu à Staline, dissimulée au cœur de la capitale, pourrait bien être considérée par les autorités géorgiennes comme un bien culturel national, ce qui empêcherait la vente et l'exportation. De retour à Sydney, John et Kevin partagent leurs interrogations avec Harry et Neville, et il est décidé de discuter de tous ces points avec George tout en demandant en parallèle l'avis d'un avocat. Au cours des mois suivants, les réponses de George deviennent de plus en plus vagues, demandant que l'argent soit transféré, mais sans apporter de réponse claire sur la propriété des bouteilles ou l'autorisation d'exportation. Comme Neville est en affaire avec George pour sa compagnie minière, John lui demande d'intervenir, mais l'homme d'affaires est subitement devenu très difficile à joindre, et quand John finit par réussir à lui parler, il élude les questions et la conversation tourne court. Quelques semaines plus tard, John apprend que le compte joint ouvert par les 4 associés a été fermé
et reçoit un virement correspondant au quart du solde. Et dans les jours qui suivent, John et Kevin découvrent dans leur boîte aux lettres une missive envoyée par les avocats de Neville, les informant qu'il s'est porté acquéreur du domaine viticole géorgien et demande la restitution immédiate des 12 bouteilles ramenées à Sydney en menaçant les deux hommes d'action judiciaire en cas de refus. Dans toutes les bonnes histoires, il y a toujours une trahison. Stupéfaits à la lecture de la lettre, mais convaincus de n'avoir rien fait de répréhensible, John et Kevin décident de mettre définitivement un terme à la joint venture en partageant le carton de 12 bouteilles ramenées de Géorgie en 4 lots de valeur équivalente, de sorte que chaque associé aura reçu une part égale. Et voici comment les deux cavistes décident de partager les bouteilles au début de l'année 2000. Harry recevra une bouteille de Château Coutet 1864 sur laquelle il lorgnait et dont la condition de conservation exceptionnelle en fait un lot d'une très grande valeur. Neville recevra un Margaux 1919, un Yquem 1858, ainsi qu'une bouteille de vin géorgien, un Salkino 1956. Kevin repart avec une seule bouteille d'Yquem 1870 quelque chose. Le dernier chiffre sur l'étiquette est illisible, donc soit 1870, un très grand millésime de très grande valeur, soit un autre vin de la décennie. Et enfin, John reçoit un Mouton 1874 et 6 bouteilles de vieux millésimes locaux, dont un Muscat Redstone 1945, issu des caves de Massandra. 3 ans plus tard, les deux anciens associés se retrouvent lors d'un dîner à Sydney, et au détour de la conversation, Kevin raconte qu'il a profité de la prochaine Coupe du Monde de rugby en Australie pour envoyer un message à George et que celui-ci lui a répondu. De fil en aiguille, George lui a expliqué qu'il était toujours en charge de la Savane No. 1 Winery, que Neville avait disparu du paysage après avoir laissé tomber ses partenaires géorgiens et que la collection était toujours à vendre. Comme John et Kevin ont encore tous les deux leur vin de la fameuse douzaine, ils décident de reprendre les choses là où ils les avaient laissées 3 ans plus tôt et de faire expertiser une bouteille. Kevin confie donc à John son Yquem 1870 quelque chose pour qu'il l'amène au château et la présente à Pierre Lurton. À l'été 2003, John s'envole donc pour la France avec son épouse pour quelques jours de vacances à Paris avant de descendre à Sauternes. Malheureusement, en mettant ses bagages dans le coffre d'un taxi, John laisse échapper le sac contenant le château d'Yquem qui tombe sur le trottoir et un filet de vin se met à couler sur le pavé parisien. Heureusement pour John, pour ainsi dire, la bouteille avait été empaquetée avec soin par Kevin dans du papier bulle, et si elle est cassée, il reste encore du vin dedans que John s'empresse de vider dans 2 petites bouteilles en plastique. La bouteille est brisée, certes, mais John pourra toujours montrer à Pierre Lurton les fragments de verre et pourra même lui présenter le vin restant. 3 jours plus tard, à Sauternes, il raconte toute l'histoire à Pierre Lurton et son œnologue Sandrine Gabet. Le fax énigmatique, la connexion avec le tsar et Staline, la cave de Tbilissi, le Suduro 1899, la douzaine de bouteilles rapportées, l'incident à Paris, et présente enfin les fragments de verre ainsi que le reste du vin dans les bouteilles en plastique. Piqués par la curiosité, Pierre Lurton et Sandrine Gabet inspectent la bouteille et son bouchon qu'ils trouvent conformes aux Miss d'Yquem à l'époque. Mais le dernier chiffre du millésime sur le bouchon est malheureusement illisible. Après avoir questionné John sur ses impressions sur le vin au moment où la bouteille s'est cassée, il décide de le goûter. Malgré un peu d'oxydation car la bouteille s'est brisée voilà maintenant 3 jours, le vin offre une grande richesse et des notes caramélisées avec une acidité assez marquée et une très grande persistance. Sandrine Gabet prend son temps pour humer et analyser le contenu du verre, et John retient son souffle quand, après avoir goûté une dernière gorgée, l'œnologue annonce « Je pense bien qu'il s'agit d'un authentique Yquem des années 1870. » Après la visite à Yquem, John est soulagé. Certes, il a cassé la si précieuse bouteille que lui avait confiée Kevin, mais l'équipe du château a bien pu l'authentifier, et Pierre Lurton
a promis à John d'inspecter également les autres bouteilles s'il parvenait à les ramener à Paris. Il est maintenant définitivement convaincu que la cave est authentique et qu'elle peut être vendue aux enchères si Kevin et lui parviennent à régler les questions de paiement et de logistique. Mais le problème de la valeur historique et culturelle des bouteilles reste en suspens, et l'avocat les a prévenus que le risque était bien réel. Dans son dernier email, George réitérait sa demande de paiement, mais voilà quelques jours que les deux amis n'arrivent plus à le joindre, ni par téléphone ni par mail. Un soir, alors que John organise une dégustation à son magasin et que Kevin est venu lui prêter main forte par amitié, un homme entre dans la boutique. Il a des cheveux noirs coupés courts, une barbe de 3 jours et porte une veste en cuir ouverte sur un polo clair dont le col laisse entrevoir une épaisse chaîne en or. Malgré sa petite taille, il est plutôt intimidant, bien qu'il semble tout à fait calme. « Bonjour, monsieur John. Surprise !»« Bonjour, Piotr. Tu es bien loin de chez toi. Je suis ici en vacances et aussi pour affaires. » J'ai essayé de joindre Georges ces derniers jours sans succès, Piotr. Comment vont les choses à Tbilissi ? Ce serait mieux que vous ne plus contactez Georges. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il n'est plus en charge du domaine ou de notre affaire ? Il n'y a plus affaire. Beaucoup de choses ont changé, John. Pour vous, il n'est plus personne à contacter. Alors à qui devons-nous parler ? Qui s'occupe de la cave maintenant ? C'est comme je dis, John, vous pas écouter. Il n'y a plus personne à contacter. Il n'y a plus contact. Les gens qui je travaille, ils veulent faire savoir à vous que temps est venu d'oublier Tbilissi. Et puis je te demandais pour qui tu travailles, Piotr ? C'est vous mieux pas savoir. Des gens en Russie, en Géorgie maintenant, dangereux savoir leur nom. Pour vous protéger. Il faut juste vous comprendre ce qui pourrait arriver si vous revenez. L'avertissement de Piotr était très clair. Il ne fallait plus chercher à retrouver la fameuse collection, peut-être dispersée ou accaparée par un riche oligarque. Et si John et Kevin retournaient à Tbilissi, ils risquaient de ne pas en revenir. Comprenant le message, les deux amis décidèrent finalement de tirer un trait sur la cave de Staline, et à ce jour, les bouteilles ne sont jamais réapparues sur le marché. Certains disent qu'elles sont peut-être toujours dans les sous-sols de la Savane No. 1 Winery. Après avoir brièvement refait surface après 80 ans de mystère, la cave perdue avait à nouveau disparu. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la cave était bien réelle. John et Kevin l'ont vue de leurs yeux. Ils en ont pris des photos. Ils ont goûté le Sudbureau 1899. Ils ont vu la réserve privée de Staline et eu la confirmation du château d'Yquem que la bouteille de Kevin était authentique. Et au-delà des souvenirs, John Baker garde encore quelques bouteilles de la fameuse douzaine ramenée de Géorgie. Ces souvenirs, il les a racontés dans un livre fascinant, écrit avec le journaliste Nick Place et publié en anglais chez l'éditeur australien Viking en 2020, Stalin's Wine Cellar. C'est sur ce livre que je me suis basé pour écrire cette histoire, et si la lecture en anglais ne vous fait pas peur, je vous invite à le lire, car il raconte toute l'histoire avec bien plus de détails que je ne l'ai fait ici. Si ce récit vous a plu, merci de mettre un like ou une étoile à cet épisode dans votre appli de podcast préféré, et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de vin.